Rebonjour Pollen, j'espère que tout se passe bien en ce dernier jour du festival Bruit. Dans quelques instants va commencer la performance Bruit ou Voix, une performance proposée par Adrien Maignan de la compagnie du Chant des Pistes, et qui est également un pollénien notoire, accompagné du percussionniste performeur Guillaume Erto. Cela traite donc de l'auteur italien Giorgio Manganelli, proche du Gruppo 63, qui était donc un groupe italien qui souhaitait révolutionner la littérature italienne donc pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'agit d'une lecture-concert qui se passe sur la scène de Pollen. Giorgio Manganelli, Bruit ou Voix. Si vous parcourez l'une des rues humides et décrépites qui descendent vers le fleuve, n'importe quel fleuve, à un point connu, une sorte de lassitude étrange et insistante vous saisira certainement. Et donc, à quelques moments que vous soyez mis en marche, vous vous apercevrez qu'il fait désormais nuit. Une nuit profonde, indifférente. Et dans un premier temps, c'est ce que vous croirez noter partout, entre les maisons fermées et les descentes escarpées, sur les marches lubriques, derrière les recoins, sur les places désertes qu'il vous arrivera de deviner. Vous vous hasarderez d'un pas harassé. Partout, vous semblera-t-il, partout, vous direz-vous, règne un silence absolu, jamais discontinu. Et donc vous choisirez de faire halte et mentant, cachant votre peur, vous commencerez à céder à votre désir de vous reposer. Vous direz que, puisque la ville est déserte et le silence envahissant, nul doute, il s'agit là d'un excellent endroit pour se reposer. Et donc vous ferez halte. Et après quelques minutes de halte, il vous arrivera d'entendre un bruit léger. Et vous commencerez à vous demander bruit ou voix. Et de quoi donc? Ou de qui? Et comment le décrire? Ne cherchez pas à le décrire. Parce qu'à chacune de vos haltes, à chaque point de ces routes mélancoliques, selon l'éloignement du fleuve, puisque nous supposons néanmoins toujours que cette même ville est traversée par un fleuve, que vous ayez ou non franchi ce fleuve, ce son sera différent.
même si vous retrouviez exactement le lieu et l'heure de votre halte, et sa température, son air humide ou sec, mais il n'est jamais sec, il possède toujours un arôme de larmes. Ce son sera de toute façon différent. Parfois, il vous paraîtra évident qu'il s'agit d'un bruit. Et vous commencerez à chercher quelle machine, quel engin, quel grincement de poutre ou glissement de cailloux provoque ce bruit qui vous semblera tout à la fois naturel et fascinant. Puisque dans cette ville fluviale, déserte, nocturne, ce bruit vous suggère l'existence de choses non seulement irréparablement lointaines, mais paraît d'une grâce de quelque manière vitale, puisqu'à coup sûr, elles bougent ou vieillissent, ou sont instables ou mues par quelque chose, et peut-être bien que cela apparaisse extravagant par quelqu'un. Et en somme, que l'éboulement ambigu d'un peu de terre vous inspirera des images impétueuses, à l'instar de votre cœur alarmé. Une maison a entrepris ou poursuit son propre lent délabrement. Peut-être projette-t-elle un désastreux effondrement, ou encore une couche du sol vieillie glisse. Et à vous ne pouvoir supporter l'honneur d'un pavé de cailloux, d'un quartier, de la ville elle-même, et surtout de ses ponts, robustes et lourds. Et ce qui est le probable, dans ce village ou dans cette ville, ou ce bourg, il existe quelque chose qu'il n'est pas impossible de qualifier de château. Alors, le glissement des couches indiquera combien insupportable est le poids de ces murs surannés, de ces délits, sur un sol qui conserve la douceur d'une mémoire édénique. Mais n'est-il pas après tout des bruits que quiconque, fût-ce une oreille déniaisée par l'effroi, pourrait confondre avec une voix ? Si cette porte abandonnée, déclouée, mue par le vent, donne de faibles coups de tête contre le bois du châssis, ne se pourrait-il pas qu'elle grince ? Et ce grincement qui n'est pas deux fois le même, ne parviendra-t-il pas plutôt à suggérer un cacaillement ? Certains véloces gémissements d'animaux petits et férocement peureux, pour préserver sa propre petitesse.
Naturellement, il est seulement possible que cette porte, qui s'était déjà révélée rythmique, presque pourvue d'un cœur, émette ses grincements à dessein ambigu, et qu'il soit véritablement ambigu de sorte qu'il laisse soupçonner quelque vie animale, étouffée mais obstinée. Par ailleurs, vous ne pouvez pas vous dispenser de penser que l'hypothèse selon laquelle il y aura une porte non fermée et mue par le vent n'était qu'une laborieuse élucubration destinée à apaiser la panique d'un cœur désormais fragile et peut-être épuisé. Et donc il se peut également que ce grincement soit la voix de cette pulsion rythmée, et que le tout, rythme et grincement, désignerait un être, certes indéchiffrable, mais qui n'en est pas moins un être, peut-être immobile, distrait, ou timide, ou ignorant la présence d'autres êtres en pareil lieu. Et il sera donc opportun d'hésiter. Si pour désigner ce son, nous n'oserons déjà plus le tenir pour un bruit, comme une certaine forme de voix, un cri, comme on a coutume de désigner quelque chose de vivant, et donc susceptible de se mouvoir et de capturer, de dévorer, mais également de languir et de mourir. Maintenant, si la halte se poursuivait en ce lieu voué à la plus grande des lassitudes, il serait certainement possible de saisir des sons, pas nombreux, mais point rarissimes. Et donc, les grincements s'additionneraient. Et si la porte, ou quoi qu'elle puisse d'être d'autre, tourne lentement sur son gond rouillé, une plainte longue et lente, dont la qualité métallique sera ou serait difficile à distinguer de la plainte d'une gorge inquiète. Non, jaillirait-elle peut-être pas? Une gorge de quoi donc? À ce stade, que vous ayez ou non franchi le fleuve, vous serez suffisamment proche de lui et suffisamment accoutumé à la grâce de ce silence que vous avez supposé parfait pour distinguer le murmure profond de l'eau. Une eau certes lente, autrement, il ne s'agirait pas de murmure, mais de vacarme. Et vous serez persuadé que depuis quelque temps, vous n'écoutez pas seulement des sons isolés, mais des sons déposés sur le grand son nocturne du fleuve automoteur. Et il arrivera alors que les sons, quels qu'ils puissent être, pour rares qu'ils soient, se disposent pour composer un dessin, peut-être que cette découverte comportera de la joie. Et en vertu du fleuve, que vous croyez connaître, à tout le moins comme concept ou simple présence lexicale, vous fouillerez dans certains souvenirs qui ne paraissent pas insensés, aussi longtemps que vous n'aviez pas atteint pareil lieu ou expérimenté votre vocation à la lassitude. Et donc soudainement, peut-être imprudemment, mais non sans générosité,
ayant réconcilié bruit ou voix à votre attente. Vous songerez à un chat, à un roquet sans courroux, à un oiseleux sorti de sa cage, à un merle, ou peut-être avec subite, non irraisonnable alarme, vous souviendrez-vous, vous ne savez plus s'il s'agit de légendes ou de souvenirs, de couleuvres, crêtées en serpent, basilic, ou peut-être tremblant. Regrettez-vous un catalogue de dragons et de volatiles dentés, toujours plus grands, plus cruels, plus inévitables. Mais cela pourra peut-être apaiser la peur de votre cœur, car même si l'effroi multiplie les sons, ces derniers demeurent lointains et ténus, au point de démentir une raisonnable peur de dragon, de dents volantes. Point, ils ne s'approchent. Certes, vous direz-vous, si c'est là non un grincement de porte instable sur ses gonds, mais un grincement de bouche dentée. Il s'agira tout de même d'un animal non grand et donc nulle menace. Peut-être apeuré par mes bruits lorsque je marche, autant que je suis apeuré par ces bruits. Et sans doute, imagineras-tu qu'un jour, si vos peurs réciproques et vos lassitudes peut-être sont interrogées, pourrez-vous, vous, porteur d'inoffensifs et terribles bruits, vous faire des amis et vous consoler du séjour obstinément nocturne de ce bourg fluvial. Et tout cela est simple jeu des sens. Et nous avons dit combien ces sens sont épuisés et distordus par la persistance de souvenirs que le temps n'en oublie pas, mais auxquels il enseigne au contraire une férocité désespérée, comme si presque animaux, toujours plus lointains, redoutant de se perdre, les souvenirs se lançaient la poursuite des remémorants, pour ne pas perdre le peu de tiédeur labile de son esprit épuisé. Il sera donc facile de se rappeler la grâce du chat, mais plus facile de se souvenir de la malice de ses griffes. Qu'arriverait-il si ce qui donne de la voix se mouvait et venait là où tu es? Ne serais-tu peut-être pas reconnu comme néant? Désormais, chacun de vous peut être le néant dans le système de l'autre. Mais ce néant n'est pas reconnu ni célébré si aucun des deux pôles reconnaît l'autre comme néant. Néant dans son propre système s'entend. Mais existe-t-il un autre néant ?
Donc, aussi longtemps que vous ne vous mouvez et que vous ne vous découvrez pas comme inexistant dans le cadre de ce que chacun d'entre vous est. Il existe entre vous certains extravagants et impossibles rapports, inintelligents mais non inexistants. Mais ce même rapport résiste seulement s'il n'est pas vérifié. Donc, votre immobilité réciproque est nécessaire à la durée de l'éloignement et de la distance. Et ce que tu redoutes de trouver est non quelque chose de féroce et d'atroce, mais ce néant que ta découverte seule met en œuvre. En somme, ce qui est quelque chose, même s'il n'est moyen de le définir. Sinon de la façon et au moment durant lequel tu vérifieras qu'il n'a jamais existé. Il vient à mettre en œuvre son néant et donc d'y instaurer la durée définitive du silence. De la même façon que la découverte de ton néant par l'autre le condamnerait. Autrement dit, qu'il n'y a ni qu'il n'y aura plus d'écoute. Bien qu'il soit clair que personne ne peut affirmer qu'une écoute soit maintenant possible, ni qu'il y ait braillement, l'écoute pouvant être une peur de la voix, et la voix, un fantôme de l'écoute. Mais enfin, il semble que ta sédentarité, une voix qui me paraît non sans élégance, soulignait la studieuse grâce de ta panique, et l'hésitation égarée de l'autre chose, sont des données signalétiques de ta et de sa physionomie. Quelque chose dont on ne sait si elle existe. Il n'est pas probable qu'elle existe. Il est probable qu'elle n'existe pas. Mais dans tous les cas, elle possède des traits distinctifs, à l'exclusion de tout autre. Elle est décrite, mot insensé, par quelqu'un qui le put, que l'on relève la confusion des modes verbaux, selon ce catalogue de sons, de voix, de grincements, d'interrogations, d'exclamations lacunaires, de divagations dilatoires, étouffées. Supposons maintenant que depuis toujours, et selon toute vraisemblance, tapis dans ton recoin du bourg nocturne, supposons, dis-je, que par vocation cognitive, tu t'ingénies à dessiner une carte, une géographie des voix. Ne pourras-tu pas projeter un espace mental, une géométrie de l'âme, sur laquelle indiquer les lieux des voix que tu tiens pour coléreuses? Gémissements, râles, inquisitions sonores, répliques scandées, tintements rancuniers, métallophones fougueux, péroraisons argumentées et pleines de menaces. Donc c'est un espace qui suppose une foule de bouches, d'orifices, de gorges, de langues, de becs, de dents, de luettes qui hurlent. Et qu'il soit clair que cette histoire de carte géographique chanteuse n'est guère plus qu'une fantaisie qui feint de donner raison du vacarme que l'on a décrit comme dément.
Désormais, si la géographie transportée au sonore est décomposée de la sorte, nous n'aurons pas une folie particulière, polyphonique. Mieux, peut-être pas, même une folie, ou peut-être tant de folies parallèles, ou de raisons qui, ainsi juxtaposées, ne peuvent que représenter quelques modalités de folie. Mais si, ayant dessiné la carte des grincements, nous la survolions mentalement, tout comme nous l'avons mentalement dessinée, nous noterions que certains de ces localités criardes possèdent une voix différente et un rythme, et croyons-nous, ou crois-tu, différentes intentions. Eh bien, je t'invite à agir avec une savante brutalité sur la carte vocale et à faire taire toutes les voix que tu peux faire taire. Et tu t'apercevras qu'il y a des voix que jamais tu ne pourras faire taire. Merci. Guillaume Merteau. Adrien Ménion, merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout d'abord toute l'équipe de Bruit, Pollen. Merci beaucoup de pouvoir me permettre de faire ça avec Guillaume. Et aussi un grand merci à François Bon de m'avoir fait découvrir ce texte par ses vidéos et de m'avoir permis de réaliser cette lecture performance. Merci beaucoup à lui et merci à Arnaud, à Clara et aux techniciens. Merci beaucoup. Merci.